7h14, les experts d'Europe 1, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là. Alex Taylor, Pôle Europe, Axel de Tarlet, Alexandre Carin et Anne Le Gall qui rendent au pied intelligent ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vous, Alex Taylor, puisque cette nuit, les députés britanniques ont voté pour des frappes contre la Syrie. Oui Thomas, il y a déjà eu 4 sorties d'avions Tornado cette nuit depuis Chypre. Alors la une de la presse britannique ce matin, It's War, c'est la guerre. Le vote a eu lieu hier soir à 22h après 13 heures de débat. C'est peut-être la séance la plus dramatique, même colérique, que j'ai jamais vue aux communes. Mais pourquoi tant de polémiques, Alex, puisque les Britanniques bombardent déjà l'Irak, ça fait un moment. Oui, donc... c'est un peu bizarre, mais c'est déjà différent dans un sens où techniquement la Syrie, c'est sans consentement du gouvernement sur place. Mais c'est surtout aussi parce que l'opposition travailliste a beaucoup changé. Leur leader, Jeremy Corbyn, est pacifiste et a plaidé, lui, contre les frappes, contrairement à 70 de ses propres députés, et surtout contre son propre ministre fantôme des Affaires étrangères, qui a plaidé pour les frappes, dans ce qu'on appelle dans les journaux ce matin, l'un des discours les plus vibrants de l'histoire de notre démocratie. Vous dites ministre fantôme parce que l'opposition là-bas a un cabinet fantôme, un gouvernement fantôme parallèle. C'est le porte-parole sur les affaires étrangères. Mais c'est quand même grave parce que le leader ne sont pas d'accord. Et son ministre... Ce qui est très intéressant avec Jeremy Corbyn, c'est il faut imaginer, c'est un peu comme si Jean-Luc Mélenchon avait pris la tête du Parti Socialiste en France quand même. Oui, mais il y a pratiquement les députés sont plutôt contre lui, mais les membres du parti plus largement. Et donc tout ça, évidemment, ça conforte Cameron. Non, pas tellement. Il en sort vainqueur, c'est sûr, parce qu'il y a une 170 voix de majorité, mais pas forcément grandi. Il avait traité ceux qui votent non de sympathisants des terroristes, terrorist sympathizers, et pendant 1 heure aux communes hier, on lui a exigé des excuses qu'il a refusé de donner. Puis il a prétendu que les frappes ouvriraient la voie à 70 000 soldats anti-Daesh sur place, parmi les populations locales, mais c'était devenu de plus en plus évident que c'était un peu fumeux, il ne savait pas exactement qui c'était. Et c'était surtout, ça il faut le dire, Paris, on a beaucoup parlé de Paris dans ce débat. Sans le Bataclan, il n'y aurait pas eu les sorties de ces tornados cette nuit. Ça a été l'élément déclencheur donc, pour convaincre le Parlement anglais. Axel de Tarlet, on va chez McDo. McDo dans le collimateur de Bruxelles à cause de ses pratiques fiscales. On y revient. Voilà, exactement. L'Europe part en guerre contre ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale. Vous savez, ce grand jeu qui consiste à payer le moins d'impôts possible. Alors là, c'est McDo qui est sur le grill. Quelle est la technique employée ? Eh bien, dès que des profits apparaissent dans un pays, en France par exemple, et sont donc susceptibles d'être taxés en France, que fait McDonald's ? Il les fait remonter au Luxembourg. Mais comment ils font ? Alors comment ils font ? Eh bien, la filiale française qui fait des profits va devoir payer une grosse redevance au siège au Luxembourg pour l'utilisation de la marque McDonald's. C'est une façon d'évacuer les profits. Voilà, tous les profits du coup disparaissent de la France et bloup, ils remontent au Luxembourg. Entre 2009 et 2013, l'entité luxembourgeoise, où il n'y a que 13 salariés, je précise, a ainsi encaissé 3,7 milliards d'euros de recettes. Ils bossent bien ces 13-là, 3 milliards. Ils sont rentables, évidemment, elle ne paye que très peu, à peine 0,4% d'impôts. Voilà, c'est ce genre de montage qui est aujourd'hui très contesté par Bruxelles. Mais ça veut dire quoi ? Que McDo va être condamné à rembourser ? Le mois dernier, enfin en octobre, Fiat et Starbucks ont été condamnés de la même façon. Ils doivent rembourser. Vous savez qu'il y a avant McDonald's, il y a d'autres enquêtes, 2 qui vont bientôt sortir. C'est Amazon et Apple qui, de la même façon, pourraient être condamnés sur de gros montants. Et au-delà du préjudice, même Apple a très peur d'une très mauvaise publicité à l'échelle planétaire. On va dire Apple ne paye pas ses impôts. Il y avait un gros laboratoire pharmaceutique américain qui s'est installé en Irlande aussi. On en a parlé il y a quelques jours. Qui a changé de nationalité, qui devient maintenant irlandais pour payer moins d'impôts, parce qu'en Irlande on paye peu d'impôts. Mais c'est vrai que ça ajoute, parce que Starbucks, les Britanniques ont boycotté Starbucks pendant 6 mois à peu près. À cause de ça. Donc il y a aussi le poids et il y a l'image. Et le poids de l'opinion publique, donc ça compte aussi. Alexandre Carin, ce matin, vous nous apprenez que le milliardaire François Pinault pourrait bien à son tour installer un musée d'art contemporain à Paris. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, Thomas, le patron du groupe de luxe Kering a rencontré il y a quelques jours la maire de Paris, Anne Hidalgo, et ils se sont mis d'accord sur le principe de l'installation à Paris d'une partie de la collection d'art de François Pinault. Désormais, les conseillers de la mairie de Paris et ceux du milliardaire travaillent ensemble pour mettre en place le projet qui devrait être annoncé au début de l'année prochaine. Mais Alexandre, pourquoi cette décision de François Pinault ? Est-ce que ça serait pas lié par hasard à la rivalité avec Bernard Arnault, dont la fondation, qui est formidable d'ailleurs, connaît un très gros succès ? Eh bien non Thomas, ce qui a décidé François Pinault, ce sont les attentats de Paris, le 13 novembre. Il a interrompu un voyage aux États-Unis pour revenir en France et il a confié à son entourage qu'après ces attentats, il fallait faire
quelque chose pour la France et donc installer une fondation à Paris. Bon, pour Bernard Arnault, on sait la fondation Louis Vuitton, c'est à Neuilly, à côté de la Porte Maillot, à Paris. Est-ce qu'on sait où pourrait s'installer la future fondation Pinault ? Il y a plusieurs pistes. Vous savez, la mairie de Paris a lancé un appel à candidature pour rénover des sites parisiens. La mairie lui a proposé notamment un bâtiment près des Champs-Élysées, également un hôtel particulier dans le Marais. Mais alors le problème, c'est que la fondation Pinault pourrait se sentir un peu à l'étroit. Il y a à peine 2000, 3000 mètres carrés dans ces bâtiments. Alors les équipes de François Pinault s'intéressent à un autre site, la Bourse de commerce de Paris, juste en face du jardin du Forum des Halles, qui a le mérite d'être très spacieux, d'être un bâtiment Quartier historique. en reconstruction complète. Exactement, et ça. surtout au cœur de la capitale. Et ben voilà une bonne nouvelle pour les amoureux de la culture. On va innover, tiens, avec Anne Le Gall. L'innovation, c'est donc une technique pour utiliser son smartphone avec les pieds. Oui, c'est pratique les pieds quand on a les bras chargés. Jusqu'ici, on pouvait claquer une portière, pousser une porte. Eh bien, désormais, on peut aussi décrocher le téléphone et trier ses mails avec les pieds. Oui, grâce à une semelle mise au point par le MIT aux États-Unis, le Massachusetts Institute of Technology. Elle est équipée, cette semelle, d'un accéléromètre, d'un gyroscope, et donc elle peut décrypter les mouvements du pied et communiquer en Bluetooth avec le smartphone. On s'en sert comment ? Eh bien, en faisant des mouvements de pied comme pour shooter dans un ballon, par exemple. Donc, voilà. vous imaginez, déjà, quand on parlait tout seul au téléphone dans la rue, on a l'air malin, mais alors là... Il va falloir être coordonné. Donc, imaginez, vous êtes dans un fauteuil en train de lire un livre. Donc, vous avez les mains occupées. Le téléphone sur la table basse sonne. Eh bien, d'un mouvement de pied, sans lâcher le livre, vous pouvez accepter ou refuser l'appel. Si vous voyez pas bien le nom de l'interlocuteur, vous faites semblant de gratter le sol avec le pied. Et vous pouvez, comme ça, zoomer sur l'écran du smartphone, toujours sur le toucher. Et puis, tout ça, vraiment sans lâcher le smartphone. Mais c'est sérieux livre. Ou c'est un gadget ? Non, c'est sérieux. Pour l'instant, c'est un prototype baptisé Kicksoul, donc l'esprit du coup de pied. Mais la vidéo est très prometteuse. Et à terme, cette semelle pourrait aussi servir en domotique pour allumer la lumière, pour déverrouiller des portes, pour changer de chaîne de télé, par exemple. Oui. Cette semelle télécommandée pourrait même simplifier certains gestes dans l'industrie. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Ça, nous sommes en 2020. C'est Axel de Tarlet qui pense trier discrètement ses mails avec les pieds. Il agite les pieds. C'est pas très discret en réalité. Allez, à demain matin, les experts de 7h15 sur Europe 1.